Je vous remercie de m'avoir invité. Hitler soulignait « Celui qui veut guérir une époque intérieurement malade et pourrie doit avoir d'abord le courage de mettre en lumière les causes du mal. » Il avait raison. Déjà, parce qu'un bon diagnostic est nécessaire pour éviter le choix d'un remède qui sera inefficace. Depuis plus d'un siècle, en effet, les forces nationales dénoncent des ennemis sans pouvoir rien empêcher. Pourquoi ? Ensuite, du courage est nécessaire parce qu'une recherche sincère des causes du mal conduit bien souvent à rejeter les explications faciles et confortables qui présentent le monde en noir et blanc avec les méchants d'un côté, les autres bien entendu, et les bons de l'autre, nous naturellement. Frédéric Emangeau notait « Il est toujours fâcheux de heurter des convictions héréditaires, de dissiper des rêves qui servent d'aliment quotidien à certaines âmes. On vous hait alors d'autant plus que vous avez raison. » La répression que je subis de la part des gens d'en face et les réactions de colère que mes positions suscitent au sein de la dissidence me font penser que sur Oradour, la Shoah et les causes profondes de la décadence de l'Europe, j'ai globalement raison. Tout en saluant le travail de documentation réalisé par Hervé Ryssen, je reste judéo-indifférent, car sans nier l'action de forces dissolvantes, juives ou non d'ailleurs, j'affirme que ni les juifs ni les francs-maçons ne sont la cause première de notre décadence. Cette cause est à rechercher à partir du XVIe siècle au sein des nations goïmes. Ma position, je le sais, m'attire les foudres des associations juives, qui m'accusent d'antisémitisme, et se heurte à l'hostilité de nombreux dissidents qui me reprochent mon manque d'antisémitisme. Enfin, le courage dans une recherche lucide des causes du mal est nécessaire parce que cette lucidité permet d'affirmer l'inefficacité des stratégies électoralistes que, trop souvent, certains adoptent pour espérer guérir le mal ou, au moins, en retarder le progrès. Tel sera mon point de départ. Depuis la mi-juin, Mediapart orchestre une campagne ayant pour cible Caroline Parmentier, une militante politique proche de Marine Le Pen. Mais au-delà de Madame Parmentier, l'objectif réel est de dénoncer comme mensongère la politique de dédiabolisation du Rassemblement national. Dans son éditorial du 2 juillet 2025, Jérôme Bourbon analyse cette campagne de presse. Il fustige une nouvelle fois Marine Le Pen qui a avalisé l'avortement, le Pacs, le mariage homosexuel, la PMA pour les lesbiennes, qui se revendique ad nauseam de la République et de la laïcité. Ces reproches sont légitimes, mais au-delà de la critique, une question se pose. Pendant des années, Marine Le Pen a épaulé son père dans une lutte politique dont la ligne était sensiblement différente. Dès lors, pourquoi a-t-elle changé ? Tout s'est joué le soir du 5 mai 2002. Marine Le Pen a tiré les leçons du revers électoral cinglant subi par son père au deuxième tour de l'élection présidentielle. Elle a compris que dans leur immense majorité et sous couvert d'antifascisme, les Français rejetaient les idéologies d'ordre, un rejet viscéral. En politicienne, elle a donc décidé d'adapter le parti et de délivrer un message qui correspondrait aux attentes du peuple. D'où sa stratégie de dédiabolisation qui irait jusqu'à exclure son père du Front National et finalement à rebaptiser ce dernier Rassemblement National. Fin 2002, j'ai publié un ouvrage qui analysait le revers électoral infligé par le peuple à Jean-Marie Le Pen. Déjà, je prévoyais qu'une stratégie de dédiabolisation serait inefficace. Cette étude sociologique, je la republie aujourd'hui sous le titre « Briser le barrage » car elle reste d'actualité. Pour les élections présidentielles de 2002, Marine Le Pen participe à la campagne électorale de son père. Objectif, lisser le personnage pour tenter de briser son image négative. Le 21 avril 2002, après la publication des résultats, Marine Le Pen pleure d'émotion. Parce que son père est qualifié pour le second tour. Au quartier général du Front National, c'est l'explosion de joie. L'épouse de Jean-Marie Le Pen, Jeannie, s'exclame « C'est la renaissance de la France !» Elle se trompe. Il n'y a ni renaissance de la France, ni même sursaut national.
Tout d'abord, l'analyse des résultats démontre que le candidat socialiste Lionel Jospin a été victime d'un éparpillement des voix de la gauche. Si un tiers des électeurs de Christiane Taubira, Jean-Pierre Chevènement et Noël Mamère avaient voté Jospin, même avec les voix de Bruno Maigret, Le Pen n'aurait pas accédé au deuxième tour. Mais surtout, rappelons que Jean-Marie Le Pen bénéficiait d'une actualité porteuse. Crispation autour de l'islam, attentat du 11 septembre 2001, rumeurs autour de la catastrophe d'AZF et agression d'un vieillard dans son pavillon par de la racaille. Cette actualité confirmait que depuis des années, Jean-Marie Le Pen avait vu juste. Il avait dénoncé des problèmes réels et graves pour la France. L'hebdomadaire qui le soutenait, National Hebdo, n'avait cessé, dans un langage clair, d'avertir les Français. Il n'avait cessé de répéter que, de droite ou de gauche, les partis politiques du système n'offraient aucun espoir de changement. Par conséquent, on aurait pu croire qu'avec cette actualité porteuse, en 2002, Jean-Marie Le Pen doublerait son score comparé aux élections de 1995. On pouvait espérer qu'au premier tour, il recueillerait 9 millions de voix. Or, comparé aux élections présidentielles de 1995, si l'on ajoute les suffrages obtenus par Bruno Maigret, le constat est net. Jean-Marie Le Pen progresse de 900 000 voix. Bien que ce soit honorable, ce n'est pas un raz-de-marée. Dans mon ouvrage, je cite l'analyse d'un bulletin de droite radicale qui, dans un langage parlé, souligne « Le Pen au deuxième tour, ça n'a pas du tout été un sursaut national, mais tout au plus un concours de circonstances dû à la dispersion des voix sur 16 candidats, à la division de la gauche, à un taux d'abstention de 27,5% et à une actualité plus ou moins récente assez agitée. 11 septembre, qu'Allah soit loué, et AZF Toulouse, véritables bombes émotionnelles, avec pas mal de trucs louches en plus. Le match France-Algérie et ses débordements, et finalement, un peu avant le scrutin, le pauvre vieux qui se fait cramer sa baraque par la racaille et que le peuple a vu en train de chialer et de se lamenter sur son lit d'hôpital. Alors avec tout ça, Le Pen à 17%, c'est pas un sursaut national. L'auteur a raison. Avec une telle actualité porteuse, ce 21 avril 2002, le président du Front National aurait dû recueillir près de 30% des suffrages exprimés, c'est-à-dire environ 9 millions de voix. Par conséquent, le coup de tonnerre du 21 avril 2002 n'est pas dû à un réveil de la France face à l'anti-France. Au-delà donc de la joie créée par la divine surprise, tout laisse présager un deuxième tour difficile. Mais au sein de la droite nationale, beaucoup y croient. Leur espoir se fonde sur le fait que Jean-Marie Le Pen affronte le président le plus discrédité de la Ve République. Dans mon ouvrage, je consacre un chapitre à la réputation déplorable de Jacques Chirac, président aux promesses non tenues et impliqué dans de multiples affaires peu avouables qui font le bonheur des caricaturistes. Jacques Chirac sait son bilan si désastreux qu'il refuse d'affronter son adversaire dans le débat traditionnel de l'entre-deux tours. L'aveu est de taille. Le 21 avril 2002, la Providence offre donc une chance à la France, une chance de se réveiller et de saisir l'occasion qui se présente. Ce rendez-vous, il ne faut pas le rater. D'où l'appel lancé par Jean-Marie Le Pen à la France profonde. N'ayez pas peur, rentrez dans l'espérance. L'événement, c'est le 5 mai. N'ayez pas peur de rêver, vous les petits, les sans grades, les exclus. Après une trentaine d'années de présidence décevante, on peut espérer que cette France profonde aspirera à un vrai changement. Pour cela, nul besoin de courage. Bien à l'abri des regards dans l'isoloir, il suffit de glisser un bulletin Le Pen dans l'enveloppe, puis de le déposer dans l'urne. La peur ne saurait donc être une excuse. Mais dès le 22 avril, 2 sondages viennent tempérer ces espoirs. Ils annoncent Jacques Chirac gagnant avec environ 80% des voix. Ce dessin l'illustre parfaitement. Alors que peu auparavant, beaucoup souhaitaient voir le président sortant jeté en prison, soudain, ils l'espèrent reconduit à l'Élysée. 2 jours plus tard, le Canard enchaîné publie un autre dessin révélateur. Bernadette Chirac annonce à son époux qu'il est devenu le vertueux défenseur de la République.
Ce dernier s'en étrangle. Tout le monde sait donc quel voyou est Chirac, et pourtant, ceux qui le rejetaient le réclament désormais. Comment expliquer ce retournement des esprits? La cause immédiate est l'antifascisme viscéral des Français, sachant que le mot fascisme est un terme générique qui englobe toutes les idéologies placées à la droite de la droite. Cet antifascisme s'affiche dans tous les défilés qui sont organisés entre les deux tours. Fait révélateur, les participants sont avant tout des blancs. Au sein de la droite nationale, on parle de jeunes manipulés par la gauche. Mais l'ampleur des manifestations dément cette analyse. 4 jours avant le deuxième tour, les rassemblements anti-Le Pen du 1er mai 2002 trahissent la force du sentiment antifasciste au sein de la population. Par peur de l'ogre fasciste, l'électorat se mobilise. Les électeurs sont invités à ne plus écouter leurs raisons, mais leurs sentiments antifascistes. Vincent Lindon écrit « Chirac, nous pouvons le tolérer. L'autre est intolérable. Il ne s'agit plus de réfléchir, mais d'agir comme animé d'un réflexe pavlovien. Si Le Pen était opposé à Tartemuche, il faudrait voter Tartemuche. » Quelques jours plus tard, Philippe Lançon à Seine « Disons 1933 et votons Chirac comme on voterait Pavlov. » Dans cette ambiance d'hystérie, les démocrates appelleront à violer toutes les règles de la démocratie. C'est l'objet du 7e chapitre de mon ouvrage. Je le résume brièvement en quelques mots. Violation de la règle selon laquelle l'adversaire doit être toléré et respecté. Jean-Marie Le Pen représenté par exemple en gros porc que l'on va tuer, cela ne gêne guère nos bons démocrates. Violation du principe selon lequel en démocratie, n'importe quel candidat officiellement investi a droit à la parole. Pas de débat pour confronter les idées, appel au musellement, Le Pen empêché de s'exprimer au Parlement de Bruxelles, cela ne gêne guère nos bons démocrates. Suspension de la règle qui prévoit qu'en démocratie, le choix du candidat est libre. L'élection en 2002 n'existe pas. Il faut voter pour le bon candidat, comme dans les dictatures. Cela ne gêne guère nos bons démocrates. Allant plus loin, on invoque la morale pour imposer le vote Chirac. Chirac lui-même se présente comme le gardien de l'âme de la France. Ubuesque. Viol du principe selon lequel en démocratie, la neutralité est autorisée voire imposée à certains. Fini mai 68. En 2002, on passe de élection piège à con à abstention piège à con. C'est l'isoloir ou le crématoire. Ceux qui veulent s'abstenir sont fustigés. Violation du principe selon lequel, dans une démocratie égalitaire, tous les votes ont la même valeur. Là, ce sera fantastique. Pour nos démocrates, il existe des bons et des mauvais votes, comme un peu avec les inconnus pour les bons et les mauvais chasseurs. Des correctifs doivent donc être mis en place pour prendre en compte le fait qu'un vote facho a moindre valeur, voire aucune valeur. Motif, les électeurs du Front National sont des gens inférieurs. On le dit, ce sont soit des imbéciles, soit des citoyens dont l'intelligence est paralysée par la peur, soit les victimes de dysfonctionnements cérébraux. Les lepénistes sont des inconscients, des hallucinés, des envoûtés, des égarés, des zombies. Leur vote n'est rien d'autre qu'un cri de désespoir ou de colère. C'est un vote protestataire. En conséquence, le vote Front National ne doit pas être pris en compte. Cela ne gêne guère nos bons démocrates. Viol du principe selon lequel, en démocratie, on doit respecter le verdict des urnes quel qu'il soit. Pour justifier ce viol, nos bons démocrates affirment que le peuple peut parfois avoir tort, comme en 1933 en Allemagne. Par conséquent, la démocratie doit se munir de garde-fous. D'autres prétendent que le vote Le Pen n'est pas un vote démocratique. Affirmation folle? Pas nécessairement. On croit qu'en démocratie, les décisions du peuple exprimées dans les urnes s'imposent toujours. Erreur! Si en démocratie le peuple décide, c'est au nom du principe de la souveraineté du peuple. Or, la souveraineté du peuple est inaliénable, car elle correspond à la nature même de la société. Ce catéchisme politique paru en 1792 le soulignait. À la question « Une société peut-elle se dépouiller de sa souveraineté ?» la réponse était «
pas plus qu'elle ne peut se dépouiller de ses forces physiques et morales, et de tous les autres attributs que la nature lui a donnés. Par conséquent, si une élection donne la victoire à une force jugée défavorable au principe de souveraineté populaire, alors on peut affirmer qu'elle n'est pas démocratique. Conclusion, la démocratie a une limite. Elle est atteinte si le peuple vote contre la démocratie. Dans ce cas, pour sauver la démocratie, il est obligatoire de refuser le verdict des urnes. C'est ce qui s'est passé en 2002. On nous dit bien que si Jean-Marie Le Pen remporte une élection, c'est que l'élection n'était pas démocratique. Le vote Le Pen n'étant pas démocratique, pour sauver la démocratie, il faut refuser le verdict des urnes. Un refus pouvant aller jusqu'à la révolution et la guerre civile si un facho arrivait au pouvoir. Le slogan a été vu dans des manifestations. Le Pen à l'Élysée, guerre civile assurée. D'autres demandent carrément l'interdiction du Front National. Mais il n'y aura pas besoin de tout cela, car à 82%, Jacques Chirac sera réélu. À l'annonce des résultats, une proche de Jean-Marie Le Pen, Martine Le Hideux, exprime son incompréhension. « Moi, dit-elle, je suis profondément étonnée, parce que le peuple français n'arrête pas de dire que les problèmes sont graves, insécurité, chômage, immigration, invasion. Et il en redemande. Il veut à nouveau 5 ans de Jacques Chirac, et ces problèmes vont s'aggraver. Alors je ne comprends pas le peuple français auquel on a mené une telle espérance, la préférence nationale inscrite dans la Constitution. » Marine Le Pen, elle, a compris. Les Français sont viscéralement antifascistes. Il faut en prendre acte.